Welcome to the Atlantic Perspectives podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans la Maison Blanche et l'Europe avec Maxime Lobet. Durant la première saison du podcast, nous nous sommes penchés sur les présidents pères fondateurs. Nous avons laissé l'Amérique sous la présidence de James Monroe, une Amérique sûre d'elle, sortie renforcée de la guerre de 1812 et désormais capable d'énoncer une doctrine claire face au vieux continent. L'hémisphère occidental n'est plus un terrain de jeu pour les puissances européennes. La doctrine Monroe a posé un principe simple et durable. L'Europe reste en Europe, l'Amérique s'occupe de l'Amérique. Mais derrière cette doctrine, un homme a joué un rôle décisif. Un diplomate de formation, un Européen d'expérience, un esprit brillant, austère et profondément convaincu que la force des États-Unis ne réside pas dans la conquête, mais dans l'exemplarité. Cet homme devient président en 1825. Son nom ? John Quincy Adams. Mars 1825, Washington DC. John Quincy Adams prête serment dans un climat politique tendu. Aucun candidat n'a obtenu la majorité au collège électoral. C'est donc à la Chambre des représentants de trancher. L'élection déclenche des accusations de pacte corrompu. Son rival, Andrew Jackson, se présente comme le défenseur du peuple contre les élites de la côte Est. Adams incarne exactement ce que Jackson dénonce. Un homme cultivé, polyglotte, diplomate de carrière, fils de président. Dès le départ, son autorité intérieure est fragile. Mais sur le plan international, son expérience est sans équivalent. John Quincy Adams est probablement le président américain le plus profondément européen par sa formation. Très jeune, il accompagne son père, John Adams, dans ses missions diplomatiques à Paris, Amsterdam et Londres. Il parle plusieurs langues européennes et connaît les chancelleries de l'intérieur. Avant d'accéder à la présidence, il est ambassadeur aux Pays-Bas, en Prusse, en Russie et au Royaume-Uni. Il négocie le traité de Gand en 1814, puis il devient secrétaire d'État de James Monroe. C'est dans cette fonction qu'il contribue de manière déterminante à la formulation de la doctrine Monroe en 1823. Adams ne fantasme pas l'Europe. Il l'analyse. Il admire sa culture et sa profondeur historique. Mais il observe aussi son fonctionnement. Équilibre des puissances, alliances mouvantes, interventions armées pour préserver l'ordre monarchique. Pour lui, l'Europe constitue un contre-modèle politique. Là où les puissances européennes raisonnent en termes de rapport de force, il estime que les États-Unis doivent fonder leur action extérieure sur des principes et la retenue. La ligne de conduite d'Adams face aux mouvements libéraux européens est définie avant même qu'il ne devienne président. C'est lorsqu'il est secrétaire d'État. Le 4 juillet 1821, il affirme « Les États-Unis ne vont pas à l'étranger en quête de monstres à détruire ». Cette formule n'est pas isolée. Elle constitue le socle intellectuel de la doctrine Monroe proclamée en décembre 1823. La doctrine Monroe repose sur deux principes complémentaires. Premièrement, les puissances européennes ne doivent plus intervenir dans l'hémisphère occidental. Deuxièmement, les États-Unis, en retour, s'abstiendront d'intervenir dans les affaires internes de l'Europe. La non-intervention américaine en Europe est donc la contrepartie directe de l'exigence de non-ingérence européenne en Amérique. 3 exemples illustrent concrètement cette doctrine. Le premier, en 1821, la Grèce. Lorsque la guerre d'indépendance grecque éclate en 1821, Adams est secrétaire d'État. L'administration Monroe manifeste une sympathie prudente pour la cause grecque en 1823, mais Adams veille à ce que cette sympathie ne devienne ni reconnaissance officielle, ni engagement diplomatique, ni intervention militaire. Lorsque le Royaume-Uni, la France et la Russie interviennent à Navarin en 1827, Adams est alors président. Il maintient la même ligne. Aucune implication américaine, la continuité est totale. Le second exemple est l'Espagne entre 1820 et 1823. La révolution libérale espagnole de 1820 et l'intervention française de 1823 se déroulent alors qu'Adams est secrétaire d'État. Les États-Unis ne protestent pas officiellement contre l'intervention française destinée à restaurer l'absolutisme. Pour Adams, l'évolution constitutionnelle de l'Espagne relève du système européen. Ce qui l'inquiète davantage est la possibilité que les puissances européennes profitent de la situation pour tenter de restaurer leur domination sur l'Amérique latine. Inquiétude qui contribue directement à la doctrine Monroe. Le dernier exemple est l'Italie, de 1820 à 1821. Les soulèvements constitutionnels à Naples et au Piémont se déroulent également pendant qu'Adams est secrétaire d'État. L'Autriche intervient avec l'aval des puissances européennes.
Les États-Unis ne publient aucune protestation significative. Adams considère ces événements comme relevant exclusivement du système européen. Je voudrais rapidement revenir sur le concert européen. Après la chute de Napoléon, les grandes puissances se réunissent au Congrès de Vienne afin de redessiner la carte du continent et d'établir un système de stabilité fondé sur l'équilibre des puissances et des consultations régulières entre monarchies. Ce concert européen fonctionne ensuite par une série de congrès diplomatiques destinés à coordonner les interventions contre les mouvements révolutionnaires. Adams refuse catégoriquement toute intégration des États-Unis dans ce mécanisme. Participer à ce système reviendrait, selon lui, à accepter ses logiques d'équilibre militaire et, à terme, ses guerres. Devenu président en 1825, Adams ne modifie pas cette ligne. Il ne transforme pas la politique européenne des États-Unis. Il consolide la séparation qu'il a lui-même contribué à définir. La distinction demeure. Affaires européennes, non-intervention. Hémisphère occidental, vigilance et fermeté. Mais en 1828, Adams est battu par Andrew Jackson. Avec Jackson, l'Amérique adopte un style politique plus populiste et plus expansionniste. Adams quitte la présidence convaincu d'avoir fixé une frontière durable entre les États-Unis et le système européen. John Quincy Adams ne transforme pas la relation transatlantique par des gestes spectaculaires. Il en fixe les limites structurelles. Il définit une séparation stratégique entre deux mondes politiques distincts. L'Amérique ne sera pas une puissance européenne transplantée. Elle sera une puissance distincte. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Andrew Jackson incarne une autre manière d'exercer la puissance, plus directe, plus populaire, et comment cela modifie à son tour la relation avec l'Europe. C'était la Maison Blanche et l'Europe avec Maxime Lobé. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez Atlantique Perspective sur les réseaux sociaux et sur son site internet atlantiqueperspective.org. Music license via Epidemic Sound.